Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Monnaie et finances. Du boom au crack l'Harmattan 2014. Avec Abderrahmane Mebtoul. L'intégration économique maghrébine. Un destin obligé? Lire l'Harmattan 2014. Quelle gouvernance et quelles institutions au Maghreb face aux enjeux géostratégiques? Lire l'Harmattan 2015. Remerciements. Mes remerciements vont tout d'abord à mes parents et à ma grand-mère. Je remercie les municipalités de Bobigny et de Montreuil, qui m'ont confié le développement économique de leur territoire et l'animation de réseaux d'entreprises. Je ne peux oublier mes professeurs et les universités qui m'ont associé à leur formation et à leur groupe de recherche. Michael accomplit à mes côtés un immense travail de communication et de diffusion de mes publications. Ma gratitude va à toutes les chaînes de radio et de télévision ainsi qu'à la presse écrite qui me font confiance. France 24, Africa 24, BFM Business, Al Jazeera, Dubaï TV, Saoudia Al Ekbaria, Saoudia Al Iqtisadia, MBC, BBC, Qatar TV, Radio Monte Carlo Doualia, Radio Plus Maroc, Koweït TV, Medi 1 TV, Radio Atlantique, Radio Orient, Cara TV, TV Maroc, RT Maroc, 2M, Beurre TV, Radio Canada, Radio Soleil, Radio Algérie Internationale, Radio Algérie 1, Tamazir TV, TRT Arabique, Liban TV. Enar TV Algérie, M6, Radio Plus, Beladi Irak, RTI Recha. Dédicace. À la mémoire de mes parents et ma grand-mère. À Nadia, Michael Anis, Sarah et Adam. Avant-propos. J'ai quitté ma ville natale Casablanca en mai 1977 pour m'installer en France, afin d'échapper aux coups de filet policiers qui se préparaient contre des militants de la gauche radicale. Bien que je fusse sans domicile fixe les 2 premières années de mon séjour à Paris, je me suis investi pleinement dans le mouvement étudiant. Après l'obtention de mon diplôme d'études approfondies option Monnaie Finance Banque, j'ai mené de front des études doctorales et un parcours de conseiller économique auprès de 350 entreprises et des collectivités territoriales. Dès 1985, la municipalité de Montreuil-sous-Bois m'a chargé de faire participer des entreprises de la région parisienne à la foire de Leipzig en RDA, République démocratique allemande. Ce fut le carrefour d'échanges économiques entre les entreprises des pays d'Europe centrale et orientale et celles d'Europe de l'Ouest européen, basées sur le pragmatisme et les intérêts de tous les partenaires. C'est ce que les dirigeants de l'Union européenne semblent ignorer actuellement. Le mur de Berlin est tombé, et l'Allemagne réunifiée a utilisé les réseaux noués à l'époque socialiste pour renforcer la sous-traitance et la coproduction avec les sociétés de cette Europe qui s'est libérée du joug communiste. En 1986, l'ancien maire de Montreuil me demanda de faire partie d'une délégation municipale, afin de chercher les possibilités de partenariat entre les entreprises de sa ville et leurs homologues algériennes. Ce fut le début d'une belle aventure qui va durer jusqu'à 2008, ponctué par des projets et un soutien à l'économie algérienne au niveau de l'Assemblée nationale et des organismes de commerce extérieur français. Nous avons organisé des forums et rencontres d'affaires, même pendant la décennie 1990, avec des risques physiques à n'en pas douter. Notre démarche a reçu le soutien du Conseil régional d'Île-de-France et des chambres de commerce et d'industrie de l'Hexagone. J'ai participé au Maroc à plusieurs missions économiques et participation à des salons comme le CISTEP, Salon de la sous-traitance industrielle, France Expo. Des projets franco-marocains ont vu le jour, certains d'entre eux sont toujours opérationnels. C'est en toute logique que j'ai consacré ma 2e thèse de doctorat, soutenue en décembre 2000, aux politiques de change de l'Algérie et du Maroc. Je ne peux oublier nos déplacements avec des entreprises et parisiennes en Libye, en Tunisie et en Mauritanie. Sous l'égide de l'AMI, Association montreuilloise pour l'initiative des entreprises, j'ai conduit plusieurs missions de prospection économique dans 62 pays répartis sur tous les continents. C'est le constat fait du développement des pays qui ont formé des unions économiques, ASEAN, Mercosur, qui m'a convaincu de la nécessité de plaider pour une intégration économique maghrébine. Ce vagabondage, entre l'enseignement et la recherche universitaire et le conseil aux entreprises,
m'a aidé à développer une vision de l'économie pragmatique et une capacité de prédiction qui a fait ses preuves. Contrairement aux tenants de la pensée unique, je défends depuis 30 ans la croissance économique en lieu et place des politiques d'austérité en vogue en Europe et dans le reste du monde. J'ai dénoncé la dictature des marchés financiers. Ces idées sont devenues partagées depuis l'élection de François Hollande, président de la République française. Introduction. L'idée de construire une communauté économique maghrébine a considérablement gagné du terrain depuis 2011. Les fortes tensions diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc ont laissé place à une série de rencontres au niveau ministériel sur des sujets d'ordre économique. Justement dans mon ouvrage, Cessari, 2011, j'invitais les deux pays à laisser de côté les conflits politiques, sans pour autant les nier, et à se concentrer sur les problématiques économiques. Ainsi, ils répondront aux besoins de leur population et notamment de la jeunesse en matière de développement économique et de création d'emplois durables. Il y va de leur stabilité sociale, qui conditionnera leur stabilité politique. Nous avons noté combien une tuerie au musée Le Bardo en Tunisie, un attentat dans un restaurant à Marrakech ou l'assassinat d'un touriste français en Algérie pouvaient occasionner des dégâts économiques sur toute la région. En effet, les deux principaux gisements de recettes en devises, à savoir le tourisme et les investissements étrangers, ont connu un ralentissement préjudiciable aux équilibres socio-économiques et financiers à toute l'Afrique du Nord. Le printemps arabophone est venu rappeler aux dirigeants maghrébins comment il était précieux de voir son voisin jouir de la paix et de la sérénité. La société civile maghrébine, dans sa diversité, s'exprime sous différentes formes avec des spécificités socio-professionnelles et générationnelles. Les économistes ont pris des initiatives par des publications, des conférences et une forte médiatisation, ce qui a contribué largement à la sensibilisation des opinions publiques en montrant les bienfaits de l'intégration maghrébine et le coût du non-Maghreb. Lors de mes conférences et visites de plusieurs villes et sites universitaires, mon plaidoyer inlassable et constant pour la cause maghrébine a eu des échos favorables dans les 5 États constituant le Maghreb. Cet ouvrage vient couronner ce combat dans le bon sens du terme. Il contient une présentation des économies maghrébines dans leur ensemble, première partie, et met en relief leurs caractéristiques respectives, leurs atouts et les lacunes à surmonter. L'exposé ne saurait être exhaustif, tellement il s'agit de données méritant qu'on leur consacre plusieurs volumes. Au demeurant, les situations algériennes et marocaines ont fait l'objet de ma part d'interventions intenses, par voie de presse ou par des ouvrages et articles, Cessari 2011. Ce n'est pas un choix discriminatoire vis-à-vis des autres pays, mais c'est le fruit d'un parcours mêlant prospection économique dans ces deux pays et recherche académique. Les situations économiques de chacun des 5 pays du Maghreb doivent être mises en relief, afin de mieux tracer les pistes de nouvelles coopérations. Il s'agit de faire un diagnostic des caractéristiques de chaque économie ces dernières années en évoquant ses sentiers de croissance, les secteurs dominants, les principaux indicateurs comme les prix, la productivité, les salaires, les contraintes extérieures et les échanges, la balance des paiements, l'endettement, les équilibres budgétaires et monétaires, les systèmes bancaires et financiers, le poids de l'informel, la fiscalité, les politiques de taux de change, la gouvernance, l'étendue de la corruption et l'instauration des apostrophes. Une économie de concurrence pure et parfaite dénuée de passe-droit, du népotisme et de la concussion ainsi que du délit d'initié. Les économies maghrébines ont subi de plein fouet les crises de 2008 et 2011, de façon différenciée, mais l'impact est réel. Leur fragilité s'explique par leur extraversion et leur dépendance à l'égard des pays développés, notamment européens. Certes, les deux producteurs d'hydrocarbures ont vu leurs revenus augmenter, davantage à la faveur de la remontée des prix du pétrole que grâce à leur dynamisme. En effet, l'Algérie et la Libye subissent le syndrome hollandais et ont fait le choix d'une centralisation excessive de leurs appareils productifs et des mécanismes régissant les processus de production et de distribution des biens et des services. L'explosion des importations, loin de refléter des efforts d'investissement, n'est-elle pas liée à la répartition de la rente ? La Tunisie et le Maroc présentent un modèle de développement similaire. Des activités extrêmement sensibles à la conjoncture internationale, le tourisme,
les investissements étrangers, les transferts de leur diaspora et des exportations agricoles, industrielles et phosphatières tournées vers le marché européen. Si l'on veut réaliser des convergences économiques entre les pays du Maghreb, on ne peut pas faire l'impasse d'une analyse comparative des économies maghrébines. Deuxième partie. Les populations maghrébines voudront savoir ce que chacun mettra dans le panier de l'Union, et ce qu'il en tirera comme bénéfice. Si notre discours se focalise sur l'aide du riche aux pauvres, les ressortissants des pays nantis n'accepteraient jamais de transférer leurs ressources vers les pays voisins. Dans le projet soumis dans ce livre, il ne sera pas question de construire un schéma d'intégration basé sur un clivage entre des pays assistés et des pays donateurs. Il faut insister sur une démarche gagnant-gagnant. Certes, des programmes de mise à niveau des régions en retard et leur relèvement renforceraient la réalisation d'un grand marché prospère. L'exemple européen nous enseigne que les aides apportées aux pays les moins avancés et aux régions sinistrées, Espagne, Portugal, Irlande, ont contribué à créer davantage de débouchés pour les pays avancés, Allemagne, France. La dynamique de comparaison entre les principaux secteurs et agrégats économiques ne vise nullement à établir une hiérarchie des performances, ni à donner des satisfecits aux uns aux dépens des autres. L'objectif est de détecter les atouts et les faiblesses dans les secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie et les services. Plusieurs indicateurs ont été privilégiés dans cette analyse comparative. Le PIB et le PIB par habitant, la balance commerciale, avec ses deux composantes, les importations et les exportations, la balance des paiements, le niveau de la dette, les politiques budgétaires et les politiques monétaires et de change en lien avec les systèmes bancaires. Plusieurs forums et rencontres venant le plus souvent des représentants de la société civile maghrébine débattent et proposent des solutions quant à la réalisation de l'Union du Maghreb. Si on ne peut que se féliciter de ces initiatives, qu'il convienne d'étendre à tous les secteurs, il ne s'agit pas de choisir la facilité en reprenant des recettes déjà existantes comme l'exemple de l'Union monétaire européenne. Le succès de celle-ci ainsi que ses bienfaits sont indéniables, mais les orientations par trop libérales ont montré leurs limites. Les remous qui traversent les marchés financiers en 2010 et en 2011 liés aux graves difficultés budgétaires et économiques des PIGS, Portugal, Irlande, Grèce et Espagne, sont révélateurs de quelques choix non judicieux de l'UE. Quels que soient les systèmes politiques qui domineront les pays du Maghreb, le développement économique et l'emploi détermineront leur devenir et la stabilité sociale. Dans une troisième partie, l'intégration économique maghrébine sera proposée comme un catalyseur d'une dynamique nouvelle de développement socio-économique et le socle d'un nouveau départ de toute la région vers le progrès, la modernité et l'équité. La communauté économique maghrébine, CEM, ferait gagner aux économies de la région une croissance additionnelle du PIB entre 4 à 6%, grâce à la dynamique qu'engendre un tel projet et ferait baisser la course au surarmement entre l'Algérie et le Maroc. La lutte contre la corruption et l'économie de rente ainsi que l'instauration de règles de concurrence et de transparence sont facteurs de croissance et d'innovation. Seul un développement économique accéléré pourra faire baisser le chômage dans des pays à forte progression démographique et une population jeune. La solution aux problèmes économiques actuels dépend aussi des comportements des forces politiques, qui doivent placer l'intérêt général au-dessus des intérêts partisans et individuels. La régionalisation devrait placer en son cœur l'intervention économique et s'accompagner de la mise en place d'organismes de contrôle empêchant la constitution de féodalités locales. La construction d'une zone économique maghrébine sera basée sur des convergences économiques en s'appuyant sur des coopérations réelles, la monnaie commune n'étant qu'un facilitateur. Un marché unique n'a de sens que si les gouvernements s'efforcent de rapprocher leurs codes des investissements et d'harmoniser les règles douanières et commerciales. Les secteurs qui devront faire l'objet de coopérations futures seront détaillés, à l'aune des échanges intra-maghrébins, 2% seulement en 2015, et l'état des relations entre les pays du Maghreb. Ces derniers entretiennent des relations stratégiques avec leurs voisins européens, d'où un examen des accords avec l'Union européenne et les pays de la Méditerranée, ainsi que les résultats qui en sont escomptés. Les échanges avec l'Amérique du Nord ainsi qu'avec l'Asie, modestes soient-ils,
peuvent connaître un nouvel essor, contribuant ainsi à une diversification des exportations et des importations, sans oublier les investissements dans d'autres secteurs que les mines et pétrole. Dans un schéma trilatéral Mashrek-Afrique-Union européenne, qui fera l'objet d'ouvrages ultérieurement, le rôle des pays membres du Conseil de coopération du Golfe est important à plusieurs titres. Ces pays exportateurs d'hydrocarbures ont des excédents en devises qui sont placés en Europe et aux États-Unis. Les risques de ces placements sont évidents. Pourquoi ne pas investir ces fonds dans des projets productifs de valeur, notamment en Afrique du Nord? L'accroissement de l'attractivité du Maghreb passe par son intégration. D'où la nécessité de mettre en place des critères de convergence durant cette période et de promouvoir des politiques économiques convergentes. La future communauté économique maghrébine pourra s'appuyer sur la proximité des populations sur les plans sociologiques, linguistiques et culturels. Les dirigeants doivent répondre positivement aux aspirations de leur peuple en faveur de l'unité maghrébine. Dans cette perspective et afin de fluidifier les échanges économiques intra-maghrébins, les investissements et la circulation des personnes, la proposition d'une monnaie commune paraît la réponse la plus appropriée. En tenant compte des errements de la zone euro, il ne sera pas proposé une monnaie unique maghrébine, mais une monnaie commune en s'appuyant sur les convergences économiques. Celle-ci cohabitera avec les monnaies nationales et ne sera utilisée que dans l'espace maghrébin, comme moyen de paiement dans les opérations intermaghrébines. Les personnes physiques voyageant dans la région ne seront plus obligées d'utiliser des devises. La construction d'un espace maghrébin de libre-échange et de mobilité de capitaux et de personnes sera mise en relief. Les partenariats industriels devront aller ensemble avec les rapprochements bancaires. La mise en place d'une monnaie commune fera l'objet d'une présentation par étapes. Sa mise en place est techniquement possible à brève échéance, mais cela dépend des volontés des dirigeants politiques et de leur population à aller de l'avant. La monnaie unique demeurera un objectif lointain à l'horizon de 20 à 30 ans. Les modalités de passage à celle-ci seront définies ainsi que les paramètres politiques et économiques permettant d'y parvenir. Première partie, les économies maghrébines face aux défis de la mondialisation. Chapitre 1, les crises internationales, quelles conséquences sur les pays du Maghreb? Les pays développés ont créé dans les années 1980 des marchés financiers dérégulés, déréglementés qui sont devenus des monstres incontrôlables. Je défends l'idée d'une finance internationale au service de l'économie réelle et non l'inverse, Cessari, 1987 et 2014. Il faut une réforme en profondeur du système monétaire international, et pour que le dollar ne soit plus le pivot de toutes les transactions internationales et ne joue plus le rôle de monnaie de réserve. Il est ahurissant qu'une monnaie nationale joue un rôle international. C'est ce qui a permis aux États-Unis de s'endetter en toute impunité et de financer des guerres destructrices de vies humaines et de ressources économiques et financières. Les guerres en Irak et en Afghanistan ont coûté entre 6 000 et 9 000 MDS de dollars. La multiplication des foyers du terrorisme, une quinzaine entre l'Afghanistan et la Libye, est un frein au développement de toute cette région qui va de l'Extrême-Orient au Maghreb. Les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens et consomment plus que ce qu'ils ne gagnent. Ils s'adressent au reste du monde pour emprunter. En agrégeant la dette du gouvernement, des entreprises, en plus des crédits immobiliers et la dette des ménages, on obtient une dette totale des États-Unis qui dépasse les 60 000 milliards de dollars. Il convient cependant de déduire de cette dette totale les revenus privés des sociétés, des banques et des ménages pour un montant de 36 295 MDS de dollars. Mais à elle seule la dette publique des États-Unis est en 2014 de l'ordre de 19 100 milliards de dollars. Elle devrait passer la barre de 23 000 milliards de dollars d'ici à 2020. Une hausse des taux d'intérêt à 2% ajouterait une charge de près de 500 milliards au budget des États-Unis. Les 7 000 MDS de dollars de placements américains dans le monde rapportent plus de dividendes que le pays ne paie d'intérêt à ses emprunteurs. Il est évident qu'il ne faut pas comparer dette publique et dette privée, car dans de nombreux cas les deux agrégats ne se compensent pas. C'est le cas en Grèce où les 350 MDS d'euros de dette étatique n'ont aucun lien avec les 200 MDS d'euros d'épargne privée grecque placés en Suisse ou ailleurs.
Les États du G8 et même ceux du G20 sont incapables d'imposer des règles de bonne conduite des marchés financiers et se trouvent prisonniers de la puissance de ces derniers. En venant au secours des banques transnationales, les États des pays les plus industrialisés ont aggravé leur endettement. Les États-Unis sont potentiellement en faillite et ne pourront rembourser que par le recours à la planche à billets. Cette technique a été menée sous la houlette de la Fed en 3 phases appelées QE, quantitative easing. Les pays européens sont en grave danger à l'exception de l'Allemagne, dont l'économie et le système bancaire sont cependant intimement liés à ses voisins. La spéculation sur les matières premières est un facteur déstabilisant pour les pays producteurs. La dégringolade des prix du pétrole durant l'automne 2014 montre à quel point aucun pays n'est à l'abri d'un retournement de situation. Après la chute des régimes égyptiens, tunisiens et libyens, les manifestations et les mouvements de protestation se poursuivent dans d'autres pays arabes. Pour que la région revienne au calme, il est indispensable que ces pays instaurent la démocratie, développent leurs économies et fournissent du travail à leur population. Il s'agit d'un défi immense pour ces économies trop dépendantes de la globalisation d'une part et des hydrocarbures d'autre part. L'union économique entre les pays du Maghreb, si longtemps repoussée par les dirigeants des différents pays, est largement désirée par leur population. Les pays du Maghreb ont des atouts, afin de faire face à cette mondialisation et à cette domination de la finance internationale qui annonce des lendemains difficiles. Section 1. Quelles conséquences du printemps arabe et des crises de 2008 et 2011 sur les pays du Maghreb? D'après le FMI, les événements que connaît la région MENA, Moyen-Orient et Afrique du Nord, en 2011, se sont traduits par une hausse des déficits budgétaires de 8%. En Égypte, le secteur du tourisme est sinistré. Il fait vivre des millions d'Égyptiens. L'incendie d'une église copte le 9 mai 2011 a porté un coup sévère au tourisme. Mais ce sont les attentats fomentés par les frères musulmans, depuis la destitution de leur chef, l'ancien président Mohamed Morsi, qui impactent le tourisme et les investissements. La crise libyenne a eu et aura des conséquences incalculables sur la Libye. À court terme, les conséquences sur les pays voisins sont catastrophiques. Le retour des travailleurs marocains, tunisiens et égyptiens notamment, a aggravé le chômage dans la région et a réduit les transferts de leur épargne vers leur pays d'origine. La région MENA enregistre depuis 2011 une baisse des envois de fonds de leur diaspora, un net fléchissement des investissements étrangers et une régression des rentrées touristiques. Le rapport souligne par ailleurs que la Tunisie reste pour sa part confrontée à des défis de taille et doit regagner la confiance tant sur le plan politique qu'économique. En Libye, les bouleversements politiques de 2011 et les tensions, toujours vives en 2012 et 2013, n'ont pas permis un réel décollage des intentions d'investissement. On peut se demander s'il n'y a pas un transfert de capitaux du pays de la révolution des Jasmins vers le royaume chérifien. Les entreprises européennes arrivaient en tête et représentaient environ la moitié des investissements étrangers en montant, 45% en 2011. Mais avec seulement 12 milliards d'euros annoncés en 2011, soit 7 milliards d'euros de moins qu'en 2010, l'afflux de capitaux sont toutefois à leur plus bas niveau depuis 2004. La Tunisie et la Libye ne sont pas épargnées. En ce qui concerne le Maroc, d'après Biladi.net qui cite Hakim Ben Chemmas, président du Conseil national du parti Authenticité et Modernité, près de 25 milliards de dirhams auraient quitté illégalement le Maroc. Une grande partie de ces capitaux proviendrait du trafic de drogue et de la prostitution. Cette fuite des capitaux, principalement vers la Suisse et l'Espagne, a connu une importante hausse depuis le début des révoltes dans le monde arabe, un fait reconnu par Nizar Baraka, alors ministre de l'économie et des finances. Il a dit en date du 2 novembre 2012. Global Finance Integrity annonçait en début d'année 2012 qu'entre 1970 et 2008, la fuite des capitaux du Maroc s'élevait à 25 milliards de dollars. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, indique que la crise de la demande émanant des pays de la zone euro impacte négativement l'ensemble des économies méditerranéennes. Cette institution, créée pour aider les ex-économies socialistes à cheminer vers l'économie de marché,
assiste depuis 2011 les pays arabes dans leur développement. La croissance au Maroc ralentit en 2012. Les exportations, les rentrées touristiques et les investissements directs étrangers, ID, sont sous influence européenne. Les pays du Maghreb ont des atouts, afin de faire face à cette mondialisation et cette domination de la finance internationale qui annonce des lendemains difficiles. Selon un rapport publié en octobre 2014 de la Banque mondiale, BM, les transferts d'argent vers la région MENA se sont établis à 51 milliards de dollars, soit une baisse de 0,6% en 2013 à cause d'une réduction des transferts des Égyptiens basés à l'étranger vers leur pays d'origine de 7,3%. L'une des explications est le retour au pays des travailleurs migrants égyptiens, marocains et tunisiens résidant en Libye. La crise de la dette européenne en 2011 a porté un coup sévère au pouvoir d'achat des immigrés. C'est ce qui explique l'affaissement des envois de fonds vers le Maroc, troisième plus important pays bénéficiaire des transferts de ses ressortissants dans la région MENA, pour n'atteindre que 6,3 milliards de dollars. Le chômage en Europe, qui attire 80% des Marocains résidant à l'étranger, pousse certains à rentrer au pays et d'autres à transférer moins d'argent. Les envois de fonds de l'émigration algérienne vers l'Algérie devraient atteindre 2,1 milliards de dollars en 2014, contre 2 milliards de dollars en 2013, soit 1% du PIB du pays, et 1,94 milliard de dollars en 2012. Avec 7 millions de ressortissants établis à l'étranger, l'Algérie est le 8e récipiendaire de ces transferts de fonds. Mais si on compte les transferts par voie parallèle, ceux-ci devraient dépasser les 6 milliards de dollars. L'Égypte est le premier bénéficiaire de la région et 6e dans le monde avec 18 milliards de dollars. Le Liban, pour des raisons historiques et la nature de son immigration mieux formée et plus entreprenante, est classé 2e, recevant de sa diaspora 7,7 milliards de dollars. D'après la Banque mondiale, les 181 millions d'émigrés, venant des pays en développement ont envoyé 435 milliards de dollars à leur pays d'origine, en augmentation de 5% sur 2013. L'Inde, qui compte quelques 13 millions de ses ressortissants travaillant à l'étranger, est le premier récipiendaire de ces fonds avec 71 milliards de dollars de transferts en 2014. La Chine vient en 2e position, recevant 64 milliards de dollars en 2014. La 3e place revient aux Philippines avec 28 milliards de dollars. Les pays de la région MENA disposent de ressources financières en provenance de leur diaspora plus stables que les flux d'investissements directs étrangers, qui ont chuté de plus de 4% en 2013 par rapport à 2012. 1. Les conséquences sur l'Algérie. En Algérie, la règle des 51,49%, qui octroie la majorité des parts aux partenaires algériens, pénalise les investissements directs étrangers. En effet, Anima Mipo indique, malgré les appels du secteur privé qui juge la loi des 51,49% trop générale et figée, à l'instar du Forum des chefs d'entreprise, FCE, les autorités algériennes ne donnent guère de signaux encourageants quant à l'amélioration du cadre de l'investissement étranger. La législation sur le change a d'ailleurs été durcie en août dernier. Si en Algérie, les ID ont doublé entre 2011 et 2012, ceci s'explique par le niveau historiquement bas atteint en 2010. Mais son portefeuille de projets apparaît plus diversifié qu'auparavant dans les secteurs immobiliers, bancaires, énergétiques et pharmaceutiques. La Tunisie et le Maroc ont perdu chacun 1 milliard d'euros d'ID entre 2010 et 2011, et la Libye voit son montant d'ID divisé par 4 en 2011. Parmi les conséquences du printemps arabophone, la recrudescence des fuites des capitaux. En Algérie, même le gouverneur de la Banque centrale s'en est inquiété. On peut estimer les transferts illicites des capitaux entre 50 et 100 MDS de dollars dans ce pays. Les émeutes dans plusieurs villes algériennes et la crainte d'un remake d'octobre 1988 ont incité les autorités algériennes à injecter près de 45 milliards de dollars sous forme d'augmentation de salaires, de subventions à l'ANSEJ, dont les résultats sont fort maigres, et différents dispositifs de soutien au prix des produits de base. Plusieurs voix se sont élevées contre ces dérapages nuisibles à long terme et qui ne feront que retarder une explosion sociale, si rien n'est fait sur le front de l'emploi durable des jeunes. Les questions monétaires et financières en Algérie ont été au centre de mes recherches universitaires, Cessari, 2000.
Mes collègues algériens et moi-même sommes sur la même longueur d'onde en travaillant sur des réformes bancaires et financières à mener de toute urgence. L'Algérie pourrait voir ses revenus pétroliers divisés par 2. Personne ne peut maîtriser l'effondrement des prix des hydrocarbures. Rappelons-nous qu'en décembre 2008, il était descendu de $150 à $36 le baril. Les recettes pétrolières ont chuté fortement, et le budget de l'État a été mis à rude épreuve. J'avais dit que dans le prix du pétrole, il n'y a pas que l'offre et la demande à prendre en compte, mais il y a aussi le facteur spéculatif qui est très pesant. S'il devait y avoir une crise économique grave, nous aurons certainement le même scénario qu'en 2008 et l'hypothèse de voir les prix du pétrole rechuter à nouveau à $36 le baril n'est pas à écarter. Les cours du baril à fin 2014 et en 2015 sont passés sous la barre de $50 le baril. L'Algérie serait donc touchée uniquement par ce canal, tandis que le Maroc pourrait être touché plus sévèrement puisqu'il exporte des produits agricoles et piscicoles et table sur les recettes du tourisme, un secteur en étroite relation avec le niveau du pouvoir d'achat des Européens. J'avais proposé en 2008 un fonds souverain en devises, dont les placements s'orienteraient vers des entreprises stratégiques, dans une vision à long terme, en occupant des sièges au sein des conseils d'administration de sociétés leaders dans leur secteur et pérennes. Le contexte financier international qui se dégrade plaide en faveur d'investissements productifs en Algérie et dans les pays voisins dans le cadre d'une communauté économique maghrébine. D'après toutes les études, les réserves de gaz ont une durée de vie qui ne dépasse pas 20 ans et les réserves de pétrole une dizaine d'années. La consommation domestique va augmenter avec l'accroissement de la population, 50 millions d'habitants à l'horizon 2050. L'après-pétrole et gaz se prépare dès maintenant. En l'absence de réforme en profondeur de tout l'appareil productif et des circuits de distribution en rupture avec le modèle rentier actuel, l'Algérie irait à la catastrophe, avec à la clé la pauvreté et la misère pour la grande masse. Les plus nantis iraient en Europe ou aux États-Unis, avec leurs familles profiter des milliards de dollars détournés depuis l'indépendance. C'est pourquoi je propose de réduire drastiquement l'extraction et l'exploitation des hydrocarbures, afin que les générations futures en profitent et que les réserves soient dans les sols, plutôt que dans des circuits financiers avec les incertitudes inhérentes à un système financier sans Dieu ni maître et dont les États ont laissé libre cours à l'imagination des spéculateurs cupides et malhonnêtes. Les injections de liquidités par la Banque centrale états-unienne la Fed, opération dite QE Quantitative Easing 1,2 et 3, suite à la crise de 2008 se sont traduites par une flambée des prix des matières premières et en premier lieu les hydrocarbures. Rappelons que le QE1 a été lancé en mars 2009 en pleine crise des subprimes, afin de fournir au marché 1 700 milliards de dollars US sous forme d'achat d'obligations du Trésor états-unien et d'actifs hypothécaires. Cela a permis une relance budgétaire par l'endettement public et un soutien au secteur bancaire menacé via l'absorption par la Fed de produits financiers toxiques détenus par les banques commerciales. Le Quantitative Easing 2, QE2, a été mise en branle au 4e trimestre 2010 pour un montant de 1 000 milliards de dollars. À la lecture du tableau ci-après, on peut constater l'effondrement des cours du pétrole dans la foulée de la crise de 2008, passant de $132,60 en juin 2008 à $40,30 en décembre de la même année. Grâce à une politique monétaire accommodante, le Brent qui cotait $43,20 le baril en février 2009 est passé à $74,5 le baril en décembre 2009 puis $84,80 en avril 2010 et $91,80 en décembre 2010. En vérité, les bénéficiaires de cette manne financière, en premier lieu les grandes banques et les investisseurs institutionnels, ont orienté leurs placements vers les produits primaires agricoles et miniers. D'où une poussée des prix de ces derniers avec des conséquences désastreuses sur les consommateurs, les producteurs manufacturés non pétroliers et les gouvernements qui subventionnent les biens de première nécessité. En septembre 2012, la Fed déclencha un QE3 consistant à racheter massivement 40 milliards de dollars américains par mois des actifs, en l'occurrence des mortgage-backed securities, des titres adossés à des créances hypothécaires et 45 MDS de dollars d'obligations d'État. Soit un total de rachat d'actifs de 85 MDS de dollars par mois.
L'objectif est que les banques prêtent davantage aux entreprises et aux ménages, afin de stimuler la consommation et l'investissement et donc la croissance. Une telle politique a fait fléchir les taux d'intérêt, rendant moins onéreux le crédit. Il est certain que la Fed et les autorités monétaires états-uniennes ont passé un accord avec les grandes banques et autres institutions financières, afin qu'elles orientent les liquidités injectées vers les actions et les obligations aux dépens des matières premières et des produits agricoles. L'objectif est double: valoriser confortablement les grandes entreprises et réduire les coûts des inputs, afin de stimuler la croissance et réduire les prix. L'annonce par Janet Yellen d'une réduction progressive des achats d'actifs par la Fed, d'un montant de 10 MDS de dollars par mois et d'une possible remontée des taux ont fait grimper la monnaie états-unienne. Or, nous savons qu'il y a une relation inversement proportionnelle entre le dollar et les prix du pétrole. Le dollar US étant la monnaie de facturation du pétrole, sa hausse renchérit les prix de l'or noir relativement aux autres monnaies et inversement. Je persiste dans ma conviction que les États-Unis maîtrisent la destinée de leur devise et la font remonter, afin d'attirer les capitaux, alors que la Fed a commencé à assécher les marchés dès novembre 2014. Ceci après l'avoir déprécié afin de stimuler leurs exportations. Last but not least, la conjoncture mondiale marquée par un faible taux de croissance en Europe, au Japon et dans les pays émergents, 3,8% au lieu de 4% d'après le FMI, a aggravé les déséquilibres entre l'offre et la demande des hydrocarbures et des matières premières. Ceci alors que les États-Unis, premier consommateur d'or noir, a vu sa production de pétrole de schiste passer de 4,9 à 8,6 millions de barils par jour depuis 2008, et l'USEIA prévoit qu'elle augmentera de 1 mbj sur les 12 prochains mois. C'est pour toutes ces raisons que le Brent a chuté de 48% entre le 31 décembre 2013 et le 30 décembre 2014. La tendance est la même pour l'indice new-yorkais WTI, qui a perdu 45% durant la même période. Beaucoup de supputations contradictoires concernant cette dégringolade n'ont pas été confirmées par les faits. Certains crient au complot américano-saoudien contre l'Iran et la Russie, afin d'affaiblir leurs économies fort dépendantes des exportations pétrolières. D'autres soutiennent une tentative de l'Arabie saoudite de briser l'ascension du gaz et du pétrole de schiste qui ne serait pas rentable, si les prix sont en dessous de $70 le baril. En réalité, le pétrole ne fait que s'aligner sur les prix des matières premières en recul à cause du ralentissement de la demande en Chine, en Europe et dans les pays émergents d'une part et d'autre part d'une offre devenue abondante, en raison de la production de pétrole non conventionnel américain. Un facteur décisif a joué également, la rareté des liquidités aux États-Unis, suite à l'arrêt du QE3. Lorsque l'on observe les évolutions des cours des matières premières, entre le 31 décembre 2013 et le 30 décembre 2014, on en déduit clairement un affaissement des matières premières liées au secteur industriel comme l'étain, moins 15%, le plomb, moins 16%, l'argent, moins 16%, le coton, moins 27%, le caoutchouc, moins 30% et le minerai de fer, moins 47%. J'ai le privilège d'intervenir au moins 2 fois par semaine, depuis l'automne 2011 sur les chaînes de télévision saoudiennes Al Ekhbariya et Al Iqtisadiyya TV, à propos des marchés financiers et des matières premières. J'ai attiré l'attention des téléspectateurs sur les mouvements spéculatifs qui entourent les marchés des matières premières, et qui les font varier dans un sens ou dans un autre au gré des opportunités de gains à réaliser à court terme. J'ai également appelé à plus de modération des hausses des prix des hydrocarbures, afin de ne pas compromettre la reprise mondiale par une hausse des coûts de production. Ne pas grever le pouvoir d'achat des citoyens des pays non producteurs de pétrole et de gaz, ce qui les incite à consommer des biens de consommation et des produits manufacturés. Ne pas aggraver les déficits budgétaires des pays qui subventionnent les produits pétroliers et gaziers, afin de relancer la croissance mondiale. Si l'Arabie saoudite se contente d'un baril à $40 pour boucler son budget, l'Algérie se base sur un baril à $110. Il est à craindre que cette tendance à la baisse du pétrole ne se poursuive tant que l'offre est supérieure à la demande. Les pays européens, les pays émergents et la Chine ont réduit leurs importations des matières premières. Les États-Unis ont aggravé cette tendance baissière par la production du gaz et du pétrole de schiste et la fin de l'assouplissement quantitatif.
Le pouvoir algérien a eu tort de dépenser sans compter et ne pas investir dans le secteur productif. Un document daté du 20 septembre 2014, publié par le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes, CNIS, révèle une baisse de l'excédent commercial de l'Algérie de 20,44%, passant de 5,87 milliards de dollars à 4,67 milliards de dollars entre janvier à août 2014. Pour la même période, les exportations ont atteint 43,77 milliards de dollars contre 43,46 milliards de dollars, alors que les importations de biens, non compris les services, continuent leur hausse, 4,02% passant de 37,59 milliards à 39,10 milliards de dollars. Cette baisse de l'excédent commercial s'explique par un effet volume négatif entre janvier et juillet 2014. En 2013, les exportations d'hydrocarbures ont chuté aussi bien en volume, moins 7,4% qu'en valeur, 10,3%. Rappelons que les recettes en devises provenant des hydrocarbures représentent près de 700 milliards de dollars de recettes entre 2000 et 2013, alors que sur la même période les importations ont avoisiné les 500 milliards de dollars. Dans son rapport en date du 20 mai 2014, la BAD souligne que les hydrocarbures représentent 36% du produit intérieur brut et 70% des recettes budgétaires. La Banque africaine rappelle qu'en 2013, les recettes de la fiscalité pétrolière n'ont augmenté que sous le double effet du prix relativement élevé du baril et d'une dépréciation prévue du taux de change entre le dinar et le dollar. L'institution africaine suggère qu'en 2013, le cours de la devise algérienne s'est déprécié de 2,3% par rapport au dollar américain, de 3,2% par rapport à l'euro. Les subventions, qu'elles soient budgétisées ou non, représentent un peu plus de 30% du PIB et sont destinées en théorie à assurer la protection des ménages à faible revenu. En outre, les dépenses sociales profiteraient davantage aux ménages aisés, et ce, en l'absence d'un ciblage des démunis. La position financière externe de l'Algérie est également sujette à préoccupation pour l'institution financière africaine, qui la décrit comme montrant des signes d'affaiblissement. La BAD estime qu'à moyen terme, la situation financière devrait continuer de dépendre des fluctuations des prix des hydrocarbures et d'enfoncer le clou. L'excédent des transactions courantes s'est contracté à 1,2% du PIB en 2013 contre 5,9% en 2012. D'après le FMI dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales, en date du 6 octobre 2014, le solde de la balance des comptes courants de l'Algérie devra être négatif pour s'établir à moins 3% du PIB en 2014 et à moins 2,9% en 2015, contre un solde positif de 0,4% en 2013. L'Algérie, selon un rapport de l'OCDE, dépense 2 fois plus pour des résultats inférieurs de 50% par rapport à des pays similaires de la région MENA. Avec des réserves de pétrole estimées à 12 milliards de barils, une consommation intérieure en 2013 d'environ 400 000 barils jour allant vers 600 000, des exportations extrapolées à 1,6 million de barils jour fluctuant actuellement à 1,2 à 1,4 million de barils jour, épuisement des réserves, en cas de non-découverte substantielle est à moins de 15 ans. Selon Abderrahmane Mebtoul, document diffusé à la presse le 10 octobre 2014, les réserves de gaz approcheraient 3 000 milliards de mètres cubes. De ce fait, les exportations ont fortement chuté entre 2011 et 2013 pour atteindre 55 milliards de mètres cubes, démentant les estimations qui tablaient sur 85 milliards de mètres cubes entre 2012 et 2013. L'Algérie, étant un des pays qui subventionne le plus les carburants, en a importé 3,5 milliards de dollars en 2013 aux prix internationaux et les a cédés à des prix administrés. Il est fort probable que la consommation de gaz dépasserait la production. L'on s'orienterait vers l'épuisement du gaz traditionnel à l'horizon de 2030, au moment où la population avoisinera 50 millions d'habitants. À court terme, Sonatrach est de plus en plus concurrencé avec les nouveaux arrivants sur le marché mondial, par de nouvelles découvertes dont celle de 20 000 milliards de mètres cubes en Méditerranée orientale, expliquant les tensions au Moyen-Orient et la guerre contre Gaza. Les autres concurrents sont la Russie, l'Iran, le Qatar qui possèdent respectivement 27%, 17% et 12% des réserves mondiales de gaz traditionnelles.
Par ailleurs, les États-Unis importent 2 fois moins d'hydrocarbures en provenance d'Algérie, 5 milliards de dollars en 2013 contre 11 milliards de dollars en 2010. À terme, le gaz et le pétrole de schiste se substitueront aux importations des hydrocarbures traditionnels importés par la première puissance économique du monde. Face aux appels des économistes et des institutions internationales en faveur d'une diversification de l'économie algérienne, afin de faire face à la fin annoncée des exportations des hydrocarbures à moyen terme et des fortes fluctuations des prix des hydrocarbures, le pouvoir algérien annonce l'exploitation du gaz de schiste en 2022. Intervenant en marge de la conférence internationale à Oran le 12 octobre 2014 sur l'industrie du gaz en Algérie, Saïd Sanoun, le PDG de la compagnie pétrolière publique Sonatrach, a annoncé que le niveau de production de gaz de schiste pourrait atteindre les 10 milliards de mètres cubes aux alentours de 2025. Le ministre de l'Énergie, Youssef Yousfi, avait déclaré à l'ouverture de cette conférence que l'Algérie se prépare activement à exploiter cette ressource. Le recours à l'exploitation du gaz de schiste fait polémique en Algérie. Plusieurs experts mettent en garde contre la dégradation des nappes phréatiques, à cause de l'utilisation effrénée de l'eau. Par ailleurs, la fracturation des roches peut conduire à un déséquilibre spatial et écologique avec des possibilités d'effondrement de terrain, dans la zone qui peut connaître des affaissements réguliers, avec parallèlement des effets négatifs pour toutes les zones touristiques proches de ces exploitations au sud. Ahmed Toul résume les motifs de son scepticisme en ces termes. Le gaz de schiste est concurrencé par d'autres énergies substituables et que les normes internationales donnent un coefficient de récupération en moyenne de 15/20 et exceptionnellement 30%, ce qui donnerait entre 3 000 et 4 000 milliards de mètres cubes gazeux commercial pour l'Algérie. On peut découvrir des milliers de gisements, mais non rentables financièrement, les réserves se calculant selon le couple prix internationaux des énergies substituables et leur coût. Pour les 1000 puits, la durée de vie ne dépasserait pas 5 années, ce qui oblige à se déplacer vers d'autres sites, assistant ainsi à un perforage sur un espace déterminé comme un morceau de gruyère. 1000 puits donnent environ 50 milliards de mètres cubes gazeux par an. Le coût du forage d'un puits est estimé entre 15 à 20 millions de dollars. Le coût du brevet et de l'assistance étrangère est contrebalancé par le bas coût de la main-d'œuvre et la quasi-gratuité des terrains. La rentabilité implique un coût minimum de $12 le MBTU, et un prix de cession supérieur à 15/17 le MBTU. 1000 puits est une hypothèse haute, puisque même pour le gaz traditionnel, le maximum de forage n'a jamais dépassé 200 puits. Les 200 puits ne peuvent produire plus de 10 milliards de mètres cubes gazeux non conventionnels. Afin de s'aligner sur le prix de cession européen actuel, le coût du forage d'un puits devrait être moins de 10 millions de dollars. L'exploitation de ce gaz implique de prendre en compte la forte consommation d'eau douce, 1 million de mètres cubes pour 1 milliard de mètres cubes gazeux, et en cas d'eau saumâtre, il faut des unités de dessalement extrêmement coûteux, autant que les techniques de recyclage de l'eau. L'Algérie, qui partage ses nappes avec le Maroc, la Libye et la Tunisie, doit trouver un terrain d'entente avec ses voisins. Lors de la conférence du 12 octobre 2014, le ministre algérien de l'Énergie, Youssef Yousfi, a affirmé que la production algérienne de gaz naturel allait augmenter de 40% dans les 5 prochaines années. Nous prévoyons d'augmenter la production de gaz naturel de 40% dans les 5 années à venir, et la doubler d'ici une dizaine d'années. Le ministre algérien a tenu à rassurer sur la production algérienne d'hydrocarbures, en soulignant que la production recommence à croître grâce à la mise en exploitation de nouveaux gisements. Il répondait ainsi à ceux qui s'inquiétaient de la baisse de 4% de la production depuis l'attaque meurtrière du site gazier de Tigantourine en janvier 2013. Les explorations menées par le groupe pétrolier Sonatrach, durant les 9 premiers mois de l'année 2014, ont permis la mise en évidence de 2,5 milliards de barils équivalent pétrole, BEP, d'hydrocarbures, a déclaré le ministre. La production primaire d'hydrocarbures de l'année 2013 a atteint 186,9 millions de TEP, dont 127,2 milliards de mètres cubes de gaz naturel. En 2013, 32 découvertes ont été réalisées, dont 29 en effort propre par Sonatrach et 3 en partenariat. Vrai ou faux ?
ces déclarations officielles méritent vérification dans un proche avenir. Selon les chiffres publiés le 18 janvier 2015 par Sonatrach, les volumes d'hydrocarbures commercialisés par la compagnie nationale aux consommateurs algériens ont augmenté de 4% entre 2012 et 2013, tirés essentiellement par les produits raffinés et bitume ainsi que par le gaz naturel. En parallèle, les volumes exportés ont décliné de plus de 6,6% sur la même période. Par ailleurs, l'Algérie a importé 5 millions de tonnes de produits énergétiques durant l'année 2013, essentiellement des essences et du gasoil. La consommation domestique en 2014 est estimée à 55 millions de tonnes équivalent pétrole, TEP, et atteindra 100 millions de TEP en 2030, soit l'équivalent de 80 milliards de dollars en valeur. D'après le ministre de l'Énergie, les besoins nationaux en gaz naturel passeraient de 30 à 100 milliards de mètres cubes à la même échéance. Les besoins en carburant devraient quant à eux passer de 15 à 50 millions de tonnes à l'horizon 2040. Des prévisions assises sur l'hypothèse d'une accélération de la demande à un rythme de 5% par an. Cependant, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, CREG, table sur une hausse de la demande en gaz à l'horizon 2019, variant entre 4,3 et 7,1% chaque année. Le même organisme s'attend à un accroissement de 4,5 à plus de 11% de la demande annuelle d'électricité à l'horizon 2023. L'une des raisons du gaspillage de l'énergie réside dans les subventions généreuses au gaz et à l'électricité, pour un montant dépassant 11% du PIB. La chute des prix du pétrole en 2014 a suscité beaucoup d'inquiétudes dans l'opinion publique algérienne et les sphères au pouvoir. Mohamed Djellab, ministre des Finances, a parlé de politique économique prudente menée par l'Algérie, en ajoutant que le pays était doté de mécanismes à même de faire face à ce genre de situation. Mais le Premier ministre Abdelmalek Sellal a sonné le glas de certains projets dispendieux, comme les chantiers de tramway et de travaux ferroviaires, précisant: pour 2015, les recrutements dans la fonction publique, tous secteurs confondus, seront gelés ainsi que les salaires. Le dilemme est comment rationaliser les dépenses publiques et garder les crédits alloués aux transferts sociaux et aux grands programmes d'investissement public qui sont créateurs d'emplois et de richesses pour le pays, selon le communiqué du président Bouteflika cité par El Watan du 26 décembre 2014. Dans cette édition, le quotidien indépendant algérien cite Rachid Tlemceni qui fustige les dépenses militaires, en augmentation en 2014, et qui représente un quart des dépenses de l'ensemble du continent africain. Le budget militaire et sécuritaire pour l'année 2015 s'élève à 21 milliards de dollars, soit plus de 30% du budget global. Un gouvernement rationnel réduirait le budget militaire, au lieu de s'attaquer au budget qui aurait un impact direct sur la vie des citoyens. Le budget militaire est toujours perçu comme un tabou auquel on ne touche pas. La loi de finances 2015 entérine la poursuite du programme de logement LPP destiné aux classes moyennes supérieures et les aides aux jeunes créateurs d'entreprises, l'ANSEJ. Faire le choix de puiser dans le Fonds de régulation des recettes, FRR, ainsi que dans les réserves de change signifie à terme un retour au surendettement du pays. Le Fonds monétaire international, FMI, indique que l'Algérie risque de perdre près de 20 milliards de dollars en 2015. Il en résulterait un solde budgétaire négatif de 15,1% du produit intérieur brut pour l'exercice. Les réserves de change ne pourraient demeurer positifs, à moyen et long terme, si la chute des prix se poursuit. Conséquences sur le Maroc. Le Maroc s'est lancé dans un programme d'investissement en matière d'infrastructures touristiques, dans le cadre du plan Tourisme 2020. Complétant le tourisme à l'intérieur du territoire, le choix a été fait de réaliser des stations balnéaires. L'objectif est d'augmenter les nuitées. L'attentat de Marrakech marqua un arrêt à ces ambitions au moins à court terme. Les recettes de voyage ont totalisé à fin juillet 2012 près de 31,35 MDS de DH contre 33,69 MDS de DH en glissement annuel, soit une baisse de 6,9%. A contrario, les dépenses de voyage ont atteint 6,51 MDS de DH à fin juillet 2012 contre plus de 6,20 MDS de DH en 2011, soit une hausse de 5%. Pour mémoire, 1 euro égale 10,5 dirhams.
L'assassinat d'Hervé Gourdel en Algérie en septembre 2014 a accru la tension sur les pays de la région dont l'économie est souvent dépendante du tourisme. Des annulations massives pouvant aller jusqu'à 60% des réservations de nuitées d'hôtels et de séjours au Maroc et en Tunisie ont été constatées. Incriminer la presse internationale et les autorités françaises pour avoir lancé un appel à la vigilance à l'adresse des ressortissants français souhaitant se rendre dans les pays du Maghreb, ne peut expliquer l'ampleur de la désaffection des Européens de la destination nord-africaine. Certains penseurs, soi-disant spécialistes du Maghreb, souhaitent l'éclatement d'émeutes chez le pays voisin sans prendre la mesure de l'effet boomerang. L'idée que je ne cesse de marteler, c'est la communauté de destin des pays du Maghreb et l'effet contagion. Il découle de ce raisonnement que chaque pays maghrébin devrait être soucieux de la stabilité et de la prospérité de ses voisins. L'extraversion de l'économie marocaine est entachée de fragilités que j'ai déjà analysées, c'est Sari, 2011. C'est le FMI qui a imposé cette libéralisation de l'économie, avec l'assentiment des gouvernements successifs. Cette économie subit de plein fouet les facteurs exogènes. Ainsi, la crise financière et économique mondiale de 2008 a impacté la capacité d'épargne des Marocains de l'étranger. Nombre d'entre eux sont au chômage et leur pouvoir d'achat s'est fortement détérioré. Des centaines de milliers de Marocains vivant en Espagne sont rentrés définitivement au pays. Les conséquences sur le Maroc sont multiples, les banques françaises ayant des liens avec les banques marocaines ont ralenti leurs engagements. La crise économique, qui frappe l'Europe en tant que premier partenaire commercial du Maroc, a entraîné une baisse des commandes de produits marocains. En outre, avec la hausse du chômage, les premiers touchés sont les travailleurs immigrés, dont nombre de Marocains qui ne peuvent plus transférer à leur famille les mêmes montants de devises. Les investissements au Maroc se sont taris, et il y a eu une baisse des arrivées de touristes européens. D'après une étude menée par le cabinet international Maplecroft, le Maroc fait partie des 17 pays qui sont affectés par la crise de la zone euro. Le pays est même positionné en 12e rang pour encaisser les effets d'une crise si elle perdurerait. Son exposition concerne les mesures commerciales et les investissements directs étrangers avec cette zone, ses créances bancaires, la résilience de l'équilibre fiscal, la dette publique, les niveaux de l'inflation et les réserves de change. Contrairement aux allégations des gouvernements successifs, le rapport juge que l'économie marocaine n'est pas assez solide et résiliente pour faire face au ralentissement économique au niveau mondial. La dépendance de l'économie marocaine des pays de la zone euro se caractérise par le fait que ceux-ci sont les premiers clients et les premiers fournisseurs du royaume. Les échanges extérieurs de biens et services nets ont ainsi enregistré une contribution négative à la croissance économique, de l'ordre de 2 points. Les exportations ont ainsi diminué de 3,1% au lieu d'une hausse de 8,3%, alors que les importations se sont accrues de 2,7% au lieu d'une hausse de 8,4% premier trimestre 2012. La croissance dépend pour beaucoup de la demande intérieure depuis la crise de juillet 2011. Les recettes au titre des investissements et prêts privés étrangers sont en progression de 2,2%. Ils s'élèvent à 16,52 MDS de DH contre 16,16 MDS de DH en glissement annuel. En termes de dépenses, ce poste affiche une progression de 45,1%, plus de 5,70 MDS de DH contre plus de 3,93 MDS de DH. Les investissements directs étrangers, ID, ont accueilli, à fin janvier 2014, un recul de 11,8% par rapport à la même période de 2013 pour s'établir à 209 millions de dollars, selon la Direction des études et des prévisions financières, DEPF. Pour leur part, les dépenses des ID ont baissé de 23,4% pour atteindre 55,55 millions d'euros. Selon la DEPF dans sa note de conjoncture pour le mois de février 2014, les flux d'ID se sont établis à 154 millions d'euros, en baisse de 6,8% entre 2013 et 2014. De l'aveu même de l'Office d'échange, les investissements étrangers au Maroc ont baissé de 15% entre janvier et juillet 2014. Les flux des ID ont atteint plus de 1,3 milliard d'euros à la fin juillet, contre 1,6 MDS d'euros à la même période en 2013.
Le plus inquiétant est de noter les transferts des revenus des investissements étrangers au Maroc vers les pays d'origine, sous forme de dividendes, qui ont atteint 1,2 milliard d'euros en 2013. En 2012, le montant des dividendes transférés était de l'ordre de 1,9 milliard d'euros, aggravant le déficit courant qui avait atteint 7,8 milliards d'euros, soit 10% du PIB. L'encours des investissements étrangers au Maroc représente 7,5 milliards d'euros à fin 2013, ventilé entre 4,01 milliards d'euros d'investissements directs et 2,4 milliards d'euros d'investissements de portefeuille et 3,1 milliards d'euros d'autres investissements, crédits commerciaux, prêts, dépôts bancaires, etc. Les revenus tirés des ID sont très peu réinvestis. En 10 ans, les entreprises qui ont investi au Maroc ont une forte chance de récupérer leur mise en capital de départ. Un bilan précis devrait mettre en lumière le comportement des investisseurs qui investissent 100 et transfèrent 10 chaque année sans réinvestir leurs gains. Il faut encourager ceux qui apportent technologie, savoir-faire et créent des richesses, voire réexportent leur production, et ou économisent au pays des importations de visitivores. Les autorités marocaines devraient faire le tri entre ce qui peut se réaliser par des investisseurs nationaux avec des capitaux locaux et les investissements étrangers indispensables au développement du royaume et dont il n'a ni la maîtrise ni des moyens humains et financiers pour les réaliser. Le rapport de la Cour des comptes du Maroc, en date de décembre 2014, a révélé le recours par certaines filiales des délégataires des services de distribution d'eau et d'électricité à des prestations techniques surfacturées. Elles utilisent des mécanismes plus subtils pour transférer des devises vers les maisons mères, au lieu de distribuer des dividendes, dont une partie doit revenir à des résidents marocains. Rappelons que le Maroc a pris la décision, en 1997, de confier la gestion de l'eau, l'assainissement et l'électricité de Casablanca à l'entreprise Lidec, filiale de la Lyonnaise des Eaux, aujourd'hui Suez Environnement, par entente directe pour une durée de 30 ans. Cette concession a ouvert la voie à d'autres villes comme Rabat-Salé, Tanger et Tétouan. La concession de Rabat-Salé a été attribuée à Redal, filiale de Veolia Environnement en 1998, celle de Tanger et Tétouan à Amandi, également filiale de Veolia Environnement en 2002, par voie d'appel d'offres. En 2000, la concession de 50 ans à SMD, filiale de Suez Environnement, pour le transfert d'eau en gros de Casablanca a été renouvelée. Depuis le début de la gestion déléguée jusqu'à fin 2013, les 3 délégataires n'ont distribué à leurs actionnaires que 2,27 milliards de dirhams, 206 millions d'euros de dividendes. Mais, d'après le rapport de la Cour des comptes, l'assistance technique permet aux maisons mères de dégager une rentabilité des investissements, au-dessus des prévisions annoncées. Prenons le cas de Lidec, détenu à 51% par Suez. Le rapport souligne que la rémunération a dépassé les projections financières du contrat, conduisant à un taux de rentabilité interne, TRI de 25,6% avec assistance technique, alors que les projections financières ont été établies sur la base d'un TRI de 15% au risque et péril du délégataire. Et d'ajouter que les montants ainsi transférés durant la première décennie s'élèvent à plus de 900 MDH. Comparé aux 1,59 milliard de dirhams de dividendes sur 15 ans, il est clair que la maison mère est plus qu'avantagée grâce à la facturation d'expertise sur la base d'un barème dont les contours sont confidentiels. Il semblerait d'après le rapport que ces facturations ne correspondraient pas à des services effectifs. Au total, les services facturés par la maison mère sans contrepartie totalisent quelque 402 millions de dirhams à fin 2012. En effet, le rapport relève que les dépenses relatives à la contribution recherche au profit de l'assistance étrangère, d'un montant de 114 millions de dirhams à fin 2012, sont effectuées sans réel transfert de savoir-faire en faveur de la gestion déléguée. De même, les missions d'assistance technique, d'un montant global au 31 décembre 2012 de 22 millions de dirhams, sont facturées sans service fait. Des dépassements sont recensés, d'un montant de 49 millions de dirhams, dont 26 millions de dirhams imputés dans des comptes non dédiés à ce type de dépenses. De même, un règlement d'un montant de 140 millions a été effectué au profit des actionnaires, alors qu'il est comptabilisé en tant que droit d'entrée et correspond à l'assainissement du passif du délégataire sortant. Le Maroc a des avoirs qui s'élèvent à 2,01 milliards d'euros à fin 2013,
se répartissant entre des avoirs de réserve de 1,3 milliard d'euros pour régler les importations et payer les charges de la dette extérieure. Les investissements directs du Maroc à l'étranger se limitent à 1,9 milliard d'euros, soit 9% de l'ensemble des avoirs. Les investissements de portefeuille sont de l'ordre de 4,8 milliards d'euros, tandis que les autres investissements qui sont composés de crédits commerciaux et de dépôts bancaires privés s'élèvent à 3,2 milliards d'euros. Ce faisant, les revenus marocains ne comptent que quelques centaines de milliers d'euros. Il n'est pas surprenant que la position extérieure nette du pays soit déficitaire de 5,2 milliards d'euros, soit 63,8% du PIB. Selon l'Office d'échange, le Maroc a un ratio de déficit de la position extérieure supérieur à celui de la Turquie, l'Égypte, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Indonésie ou encore la Malaisie. Signe de la dégradation de la situation financière du Maroc en 2013, les engagements à court terme représentent quelque 60% des avoirs de réserve au lieu de 37% en 2010. Cette situation s'explique par une baisse importante des avoirs de réserve, en particulier en 2012. Ces derniers se sont établis en juillet 2014 à 17,01 milliards d'euros, soit l'équivalent de 4 mois et 20 jours d'importation de biens et services. Le ralentissement des exportations conjugué à la baisse des investissements étrangers et des rentrées touristiques n'est pas compensé par les transferts des Marocains résidant à l'étranger, MRE. L'amélioration des finances publiques fin 2014 et en 2015 est due à la chute des prix du pétrole, à la réduction des subventions aux hydrocarbures et à une pluviométrie clémente. 3. Conséquences sur la Libye. La Libye est dans une situation catastrophique sur le plan humain, et ses infrastructures sont en partie détruites par cette guerre civile. La reconstruction et le développement humain et économique pourraient se faire aisément, si les institutions issues des urnes sont respectées par toutes les forces politiques. Celles-ci doivent accepter le jeu démocratique et l'alternance. Les ressources du pays sont suffisantes, eu égard à sa population peu nombreuse. Mais tel n'est pas le cas. Le pays a 2 gouvernements et 2 parlements et les groupes terroristes gagnent du terrain. La production de pétrole connaît un ralentissement depuis la chute de Kadhafi. Le taux de croissance du PIB s'est contracté de 40 à 80% entre 2011 et 2015. La reprise des exportations des hydrocarbures en 2012 a eu un impact positif sur la croissance, qui s'est élevée à 20,1% en 2012, et s'est poursuivre au rythme de 9,5% en 2013. Le chaos qui règne sur l'ensemble du territoire libyen, le climat d'insécurité qui s'est installé et les scènes de pillage empêchent le redressement du pays. En l'absence d'une armée et d'une police réorganisée et structurée, les milices imposent leur ordre et déstabilisent les organisations et équipements collectifs. Ainsi a-t-on constaté le vol de matériel médical dans les hôpitaux, et le pillage des biens publics dans les administrations. La distribution de la rente ne peut être la seule politique de redistribution des revenus. Le chômage qui frappe les jeunes ne peut trouver de solution que par la création d'activités productives et par la formation. Compte tenu de l'instabilité politique institutionnelle et sécuritaire, les prévisions de croissance pour les prochaines années sont en net recul. L'opacité qui entourait les revenus pétroliers sous l'ère Kadhafi ne permettait pas d'avoir les bons chiffres. La Tunisie. Les émeutes en Tunisie se sont étendues depuis le 17 décembre 2010 sur l'ensemble du territoire, lorsqu'un jeune marchand s'est immolé par le feu à Sidi Bouzid, afin de protester contre les humiliations subies au quotidien à l'instigation d'un pouvoir autoritaire. Voilà un pays dont les compteurs furent tous au vert, recueillant les meilleures notations dans tous les domaines par rapport à ses voisins, mais qui resta incapable d'opérer les réformes nécessaires en matière de gouvernance et de répartition des richesses. Il est indéniable que le déficit de démocratie est à l'origine du népotisme et de l'accaparement des biens publics et privés par tous ceux qui gravitaient autour du pouvoir. Le taux de croissance après la Révolution est négatif. Le nombre de demandeurs d'emploi a dépassé 800 000 contre 500 000 avant la Révolution. La situation en Libye, retour massif des Tunisiens, le ralentissement du secteur touristique, les réticences des investisseurs étrangers, la désorganisation des entreprises, des administrations et des banques en sont les facteurs explicatifs.
Les Tunisiens ont mis du temps pour discuter de la nouvelle constitution, en cherchant un modèle approprié, mais il y a consensus sur la nécessité d'aller vers un pays démocratique et une économie concurrentielle. Les révolutions tunisiennes et égyptiennes et les manifestations dans les autres pays du Maghreb sont à l'origine de la dégringolade de l'afflux des touristes européens en Tunisie, au Maroc et en Égypte de respectivement 80%, 40% et 88%. J'ai constaté lors de mes déplacements en Tunisie, fin avril 2011 et en juin 2012, un frémissement et un retour des croisières, mais cela restait fragile. Étant sur les lieux touristiques, on mesure l'irrationalité du comportement du citoyen européen fortement influencé par les images véhiculées par certains médias. Le taux de croissance du PIB tunisien est quasi nul en 2011. Le nombre de demandeurs d'emploi a dépassé 700 000 contre 500 000 en 2010. La situation en Libye, retour massif des Tunisiens, le ralentissement du secteur touristique, les réticences des investisseurs étrangers, la désorganisation des entreprises, des administrations et des banques en sont les facteurs explicatifs. Les Tunisiens ont adopté une nouvelle constitution et cherchent un modèle de gouvernance approprié, mais il y a une prise de conscience d'aller vers un pays démocratique et une économie concurrentielle. Les réserves de change sont passées de 6,5 milliards d'euros en 2010 à 5,5 milliards d'euros en 2011. Elles ne couvraient que 123 jours d'importation. Les manifestations en faveur de la démocratie, le respect de la dignité humaine, la justice sociale et la fin du népotisme et de la corruption sont saluées par toute la communauté internationale. Si ces processus, qui prennent différentes formes selon les pays de la région, débouchent sur des systèmes économiques stables, les bénéfices sur le long terme seraient puissants. Mais il est à craindre une période d'agitation et de gestation qui pourrait durer. J'étais en Tunisie en avril 2011, en juin 2012 et en avril 2014 et j'ai assisté à des réunions publiques. Les Tunisiens sont en attente et se méfient de leurs dirigeants. La productivité, qui contrairement aux chiffres officiels dont on sait à quel point ils furent truqués, s'est dégradée. En Tunisie, malgré des signes de reprise, plus 33% pour le secteur touristique au premier trimestre 2012, plus 29% pour les IDE, l'activité industrielle, soumise aux commandes de la zone euro, a diminué entre le dernier trimestre 2011 et le premier trimestre 2012. Le PIB a augmenté de 4,8% au premier trimestre 2012 par rapport à la même période de l'année 2011. Ceci s'explique par la reprise des exportations, du tourisme, plus 33%, ainsi que des investissements étrangers, plus 29%. Ces résultats sont à relativiser, si l'on se réfère à la période de base de l'année 2010. En effet, les révoltes ont stoppé la machine économique. Les faibles rentrées fiscales, l'augmentation des dépenses sociales et l'accroissement du chômage expliquent en partie les pressions sur le budget de la Tunisie. Le risque bancaire est pointé. Il est lié à la dégradation de la position des actifs financiers et de la solvabilité des entreprises. Toute la région sud-méditerranéenne souffre du sous-emploi, notamment celui des jeunes. Le succès des élections législatives et présidentielles de 2014, qui se sont déroulées dans un esprit de responsabilité et une prise de conscience de la nécessité d'instaurer l'alternance, est la base d'une démocratie sans retour vers l'autoritarisme. C'est aux Tunisiennes et aux Tunisiens de choisir leur système politique et leurs dirigeants. C'est le début d'un long processus démocratique. À peine la Tunisie commence-t-elle à rassurer l'opinion publique internationale, que des terroristes ont perpétré un attentat au musée Le Bardo le 18 mars 2015 tuant 23 personnes dont 20 touristes étrangers. Conséquence quasi immédiate, la suspension par certains croisiéristes de leurs escales en Tunisie. Des annulations en cascade des voyagistes à destination de la Tunisie. Le secteur touristique représente 7% du PIB du pays et fait vivre directement près de 400 000 personnes et indirectement 2 millions de Tunisiens. En 2014, 6 millions de personnes ont visité le pays contre 6,9 millions de touristes en 2010. La Tunisie ne pourra s'en sortir sans la solidarité de ses voisins et une défense commune. 4. Ce que je propose pour les pays du Maghreb. Parmi les actes de solidarité que les Européens pourraient manifester,
Organiser des charters remplis de touristes et des voyages médiatisés pour montrer que les villes maghrébines ne sont pas à feu et à sang. La probabilité de perdre la vie en circulant sur les routes dans n'importe quel pays est plus forte que de se trouver à l'instant T dans les lieux d'un attentat en Tunisie ou dans un autre pays du Maghreb. Il est nécessaire de développer l'offre touristique à l'échelle maghrébine. La variété montagne, désert, mer, monuments historiques l'enrichirait et la rendrait plus flexible. Se déplacer sur un espace de 5 millions de kilomètres rendrait difficile la tâche aux terroristes. Ils ne pourront pas frapper tous les États du Maghreb en même temps. Les agences de voyage pourraient proposer des formules, packages, mer, montagne et ou culturels tout au long de la Méditerranée et au Sahara. De ce fait, les voyagistes socialiseraient les pertes et se partageraient les gains. Cela impose des accords intermaghrébins. Les confédérations sportives internationales devraient cesser d'annuler des compétitions dans les pays touchés par le terrorisme, comme ce fut le cas après l'attentat au Bardo. Cette idée que j'avais lancée dans la presse est corroborée par la Convention. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.